Le jardin de la petite maison du patrimoine. L'idée d'un jardin conservatoire des roses anciennes du Mans sur le terrain de la petite maison du patrimoine, autrefois la demeure du gardien du cimetière Saint-Pavin, émane des passionnés Jean-Pierre et Guillaume Épinal. Elle est reçue avec enthousiasme par l'association Patrimoine Le Man Ouest qui anime cette maison municipale et son jardin. Ici, cher Monsieur le Président, cher Guillaume Épinal, cher Jean-Pierre Épinal, que nous côtoyons depuis de longs mois, voilà, à la petite maison du patrimoine. C'est donc l'association que j'ai l'honneur de présider. Ma vice-présidente Jacqueline Froger est avec moi et on vous offrira le pot. Hein, voilà, ce soir. Voilà, donc c'est mis à disposition exceptionnelle pour ce soir en échange, je dirais, de tout ce travail qui a été fait de conservatoire de roses anciennes ici. Alors naturellement, elles ne sont pas fleuries, c'est pas la bonne époque, mais vous avez toute l'histoire ici. Voilà, c'est là une maison municipale qui est dans le cimetière, qui appartenait, qui logeait autrefois le gardien du cimetière, il y a 40 ans, voilà, et que la ville a mis à notre disposition, notre association, pour l'animer. Certains connaissent, nous avons des expositions, d'ailleurs nous avons fait une exposition sur ce thème, dont nous avons ressorti les panneaux. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous remercier vivement d'avoir répondu à cette invitation de la Société d'agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, qui mérite une fois de plus son qualificatif d'agriculture, puisque les roses, c'est peut-être de l'art, c'est peut-être de la science, mais c'est quand même le monde de la terre. Hein. Voilà, donc le nouveau président de Sciences et Arts que je suis est très content de présenter une œuvre majeure de son prédécesseur qu'il a commise avec l'aide, enfin qu'il a commise conjointement plutôt avec son fils Guillaume. Hein. Sciences et Arts, c'est toujours une ressource importante. Voilà, et voilà. Alors, je suis aussi heureux de votre présence et de signaler, évidemment, vous êtes tous des personnalités, mais j'ai plaisir à retrouver, évidemment, comme élue et comme présidente, Nelly Euzet, qui est un peu l'âme, qui est la mère, disons, de cette maison, hein, qu'elle a façonnée à sa façon, avec Madame la vice-présidente, que je ne connais pas encore, hein, mais on sent bien que c'est vous qui êtes l'âme, les âmes de cette petite maison du patrimoine du Mans-Ouest. Et puis, j'ai le plaisir aussi de retrouver Joseph Guilleux. Donc, il y a deux pastes présidents de Sciences et Arts, et puis le petit nouveau qui arrive. Hein. Voilà. Et puis, tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette manifestation, Nelly Euzet et Madame, et puis aussi Michel Aguet, qui s'est beaucoup investi, notamment pour la communication, hein. Bon, autant d'occasions de faire valoir ce livre que je ne connais pas, hein, mais que je vais découvrir avec intérêt parce que mon père cultivait des roses dans son jardin. Voilà, et moi, évidemment, j'ai toujours été sensible, je ne me suis pas vraiment intéressé aux roses, mais je me suis intéressé aux poètes qui ont célébré la rose, et notamment grâce aux leçons de notre maître commun Fernand Le Tessier, qui avait une façon d'expliquer Ronsard, du Bellay de façon merveilleuse. Hein. Eh bien, comme Nelly Euzet m'a demandé de faire quelque chose quand même de rapide, synthétique, de ne pas se perdre dans les détails, je ne vais pas vous présenter La rose à toute berzingue, c'est-à-dire en 30 secondes vous dire qu'est-ce que c'est que ce livre qui a mis 4 ans, si vous voulez, pour être réalisé, mais je vais viser à l'essentiel et être très rapide. Que s'est-il passé? Guillaume et moi, qui nous intéressons au jardin, aux fleurs, nous nous sommes passionnés par hasard pour les roses anciennes. Nous sommes aperçus qu'elles étaient pratiquement peu visibles dans le marché. Hein, on ne les trouvait pas dans les jardineries, on ne les trouvait pas dans les grandes surfaces, on les trouvait de moins en moins parce qu'elles se font de plus en plus rares. Bien. Et alors, de fil en aiguille, nous nous sommes aperçus d'une chose, c'est que la rose au Mans, au XIXe siècle, a pris une importance considérable. Une importance complètement oubliée aujourd'hui. Je vais vous citer quelques exemples. Par exemple, l'album très connu de Redouté, dont les planches sont souvent reproduites quand on n'a pas les moyens de s'acheter les originaux. Eh bien, les roses de Redouté qui sont parues sous la Restauration, il y a eu 3 volumes, donc c'est une somme
de l'aquarelliste et en même temps avec le texte du botaniste Tory, eh bien il y a là-dedans des roses de la Sarthe et des roses du Mans. Il y a des roses de la Flèche, il y a des roses de Sablé-sur-Sarthe, il y a des roses du Mans, tout simplement. Donc ça n'était pas anodin. Et d'autre part, quand l'écrivain Alphonse Karr, à peu près sous le Second Empire, faisait un concours de roses avec les pépiniéristes de sa connaissance et les grands horticulteurs pour dire voilà, on va faire un classement du top des 100 meilleures roses françaises, eh bien là-dedans, il y a au moins 3 à 4 roses qui sont du Mans. Sauf qu'à l'époque, on ne mentionnait pas le nom des obtenteurs, et ça a été complètement oublié, c'est une histoire absolument oubliée. Et notamment, l'un des livres majeurs pour qui s'intéresse à l'étude de la rose, c'est-à-dire le Rosetum Gallicum de Narcisse Desportes, le botaniste naturaliste Manceau, est un livre qui a été écrit au Mans, qui a été publié au Mans, qui a été imprimé au Mans, chez Monnoyer, et dans la société, il était membre de la Société d'agriculture, sciences et arts, si vous voulez. Et par chance, il a laissé une partie de son fonds. Et de ce manuscrit, ces documents-là n'ont jamais été utilisés par qui que ce soit. On en connaissait l'existence, c'est un livre mondialement connu. Parce que le Rosetum Gallicum a été publié aussi bien à Bruxelles qu'à Saint-Pétersbourg, ou en Allemagne, si vous voulez, à Berlin. On le trouvait dans toute l'Europe. Donc ça veut dire, il y a eu là quelque chose de capital, c'est une page absolument oubliée. Il fallait la ressusciter. La ressusciter comment? Ben, c'est un travail de fourmi, parce que si vous voulez, la documentation, ce n'est pas comme certains thèmes que l'on va utiliser. On va aller pomper dans quelques albums, dans quelques livres qui ont déjà été écrits, on va faire un repompage, un copier-coller, on va changer un petit peu l'intitulé, copier, coller, entrer. Envoyer, tout le monde va trouver que c'est beau. Il fallait tout reconstituer pratiquement. Parce que tout était émietté, un petit peu comme si un obus était tombé sur une mosaïque romaine. C'est-à-dire que les éclats étaient éparpillés dans tous les sens, il fallait les gratter. C'est ce travail qu'a fait Guillaume et que moi j'ai fait également. Voilà. Alors donc ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous avons essayé de reconstituer à la fois sous le biais d'une histoire totale et d'une histoire de l'intérieur, c'est-à-dire de voir quelles étaient les conditions, comment se fait-il que le nom a pu jouer un tel rôle pour la rose à ce moment-là, c'est-à-dire dans la première moitié du 19e. Donc il fallait situer dans le contexte quels en étaient les acteurs, et puis ensuite, évidemment, comment ça se passait, c'est-à-dire comment les Manceaux pouvaient-ils aimer les roses, en quelles conditions. Nous nous sommes aperçus que la passion qu'ils appelaient la rosomanie, comme il y a eu en Hollande une tulipomanie au XVIIe siècle, eh ben, c'était quelque chose de fort, parce que nous avons des lettres de 1828 que j'ai retrouvées, et qui stipulent que certains amateurs avaient de 900 à 1200 rosiers chez eux, si vous voulez, dans leur collection. Donc c'est important. Hein. Il fallait voir aussi combien on vendait les pieds de roses, si vous voulez, quel budget ça pouvait, où pouvait-on se les procurer, etc. Et puis alors le problème, c'est Guillaume qui va vous en parler maintenant, il ne s'agissait pas de reconstituer ces hommes et ces femmes aussi, parce qu'il y en a aussi qui se sont passionnés, et il y en a même qui ont été obtentrices. Malheureusement, de la rose, il ne reste rien. Mais si vous voulez, il y en a eu, et on explique ça dedans. Mais il ne suffisait pas de brosser une fresque historique, il s'agissait également, si vous voulez, de revoir, de faire un inventaire des espèces, qu'est-ce qui a été, quelles variétés ont été obtenues, dans quelles proportions, et puis après, quels ont été leurs devenirs. Et puis question, est-ce que, par hasard, il n'en serait pas resté? Et de cette passion de la rose, eh bien, n'y a-t-il pas encore une subsistance aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui se passionnent pour la rose ancienne, qui travaillent avec les mêmes matériaux génétiques que les ancêtres du 19e siècle, eh bien oui, et c'est Guillaume qui a observé ça. Alors à la suite bravo, d'abord bravo à Jean-Pierre. Donc à la suite de Jean-Pierre, l'idée était venue juste après la Covid, en allant visiter le jardin des plantes du Mans, parce qu'on est tombé sur une rose ancienne qui était là depuis 1867. Alors il y avait cette idée de résilience et de traverser dans le temps. Les rosiers anciens ont quelque chose de magique, c'est qu'ils sont immortels si on ne met pas de désherbants et si on ne les arrache pas. Alors, vous le verrez dans l'étude, on a des roses qui sont d'époque de Ronsard, elles ont été plantées en Sarthe au XVIe siècle, elles ont atteint des dimensions énormes, 20 mètres, 40 mètres de long, ils sont toujours vivants ces rosiers. Donc à chaque printemps, ils vous font la même fleur, ils vous offrent les mêmes parfums, les mêmes grâces qu'il y a des siècles en arrière. C'est une histoire absolument riche, très riche, c'est pour ça que ce livre-là a demandé 4 ans d'efforts. Et même 4 ans d'efforts, ça a été tout juste assez court pour le boucler, puisqu'il fallait bien boucler le livre à un moment donné. Donc
Vous verrez que Le Mans, finalement, a une histoire très particulière. Vous verrez que dans ce livre-là, il y a des petits personnages locaux, et puis des grands personnages. On a un lien avec les deux impératrices, Eugénie, enfin Joséphine d'abord, à la Malmaison, puis après l'épouse de Napoléon III. Donc voilà. Et vous verrez que les Roses du Mans ont une destinée incroyable. Elles ont été vendues aux États-Unis, en Australie, donc elles ont voyagé dans le monde entier. Et effectivement, notre étude, comme Jean-Pierre vous en a parlé, ont montré que parmi les meilleures roses du 19e siècle, il y a eu à plusieurs moments des concours en 1850 et à la toute fin du 19e, des Roses du Mans revenaient en tête, et certaines même ont traversé le temps, puisque c'était une grosse question d'un sujet complètement déterré qui était à reconstituer, c'était atomisé, c'était des miettes partout. Vous verrez dans ce livre, pour faire une phrase ou pour mettre un mot, il a fallu des fois des heures et des heures de recherche parce qu'on partait, on ne savait pas où on allait. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte, mais quelle richesse, quel sujet. J'ai été en relation avec des gens du monde entier, j'ai retrouvé, effectivement, il restait des roses du Mans du 19e siècle. Alors, ces roses-là, elles n'existaient plus au Mans, elles n'existaient plus en Sarthe. Il a vraiment fallu aller les chasser, les débusquer, ça a été difficile. Certaines ont été retrouvées dans l'Oregon, aux États-Unis, d'autres en Allemagne, certaines étaient au Japon. Il a fallu faire des choix, il y avait des choses qui étaient possibles, d'autres qui n'étaient pas possibles. J'ai à peu près retrouvé 8 variétés de roses. On estime à peu près à 300 le nombre de roses qui auront été obtenues sur un laps de temps assez bref, de à peine un demi-siècle, en Sarthe. Cette étude vous montrera également que la plus ancienne rose française, datée, et dont on connaisse l'obtenteur, c'est Heuillet, la rose Heuillet, dessinée par Redouté. Elle est de 1798, c'est une rose du Mans qui est née ici, dans le quartier du Pré. Et également dans le quartier du Pré, un personnage complètement oublié, qui a été maire de Brulon, qui était un des plus grands obtenteurs de roses au monde de son époque. Il s'est installé au Mans en 1830. Il possédait le presbytère Saint-Germain, là où il y a l'école de Saint-Germain, place de la Boussinière, tout simplement, l'école de la Boussinière. Et ce monsieur était connu dans le monde entier, monsieur Jacques Foulard. Quand il est décédé, les journaux du monde entier ont lancé des annonces parce que toute sa collection allait être mise en vente aux enchères. Donc on parlait de lui à New York ou à Londres. Et en fait, le jardin Foulard, à cette époque, le jardin des plantes du Mans n'existait pas. Le Mans a eu un temps d'avance sur la rose et puis après un temps de retard pour consulter le jardin. Et puis, eh bien, ils ont laissé passer le train de la rose. C'est Angers qui va s'envoler. L'envolée des roses angevines va donner les roses de l'Anjou, l'horticulture angevine. Mais le Mans, en fait, a une histoire très riche, vraiment très intéressante. Et il était vraiment très, très intéressant de ressusciter ces hommes, ces femmes. Et vous verrez, c'est foisonnant, c'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, on en découvre deux, et ainsi de suite. Pour une rose perdue, moi, que j'ai retrouvée aux États-Unis, il y en avait une qui était dans le Colorado, dans un ranch. Et bien, en voulant l'identifier, je me suis rendu compte qu'il y avait une rose aussi de 1829, obtenue par une femme, Madame Hébert, qui est dans le jardin vers la rose. Vous verrez, c'était des choses complètement oubliées. Enfin voilà. Et ce sont des roses qui étaient vraiment au bord de l'extinction. Il fallait faire quelque chose. Je me serais intéressée à ce sujet-là 10 ans après, c'était trop tard, c'était terminé. Elles étaient finies, ces roses. Elles auraient été plus que dans les planches anciennes, les dessins anciens. Au meilleur des cas. Voilà. Alors, ce qui a été très intéressant, et je voudrais aussi saluer l'association Patrimoine Le Mans Ouest avec Nidieuze, Madame Froger et Monsieur Jean-François Baudin, qui n'est pas avec nous ce soir, qui nous ont donné un formidable coup de pouce, qui nous ont permis effectivement de valoriser ce travail, puisque c'est un triptyque. Dès le départ, j'avais conçu ça sur 3 pôles différents. Je voulais qu'il y ait de la matière grise, entre guillemets, mais qui soit accessible quand même à un public de passionnés. C'est ce travail-là, à partir duquel est née l'exposition que vous voyez, qui a été remontée ici pour l'occasion, Le Mans Terre de Rose, qui a fait l'objet de 2 événements, Le Mans Terre de Rose, puis après Rose du Mans, Rose de Mai, que Nelly a décidé de reconduire chaque année au printemps, avec le jardin conservatoire qui est à côté, qui montre enfin au Manceau, au Sartois, ces roses que l'on ne voyait plus nulle part, que j'ai fait revenir. Donc chaque mois de mai, nous présentons à nouveau aussi ces roses-là. Vous avez un patrimoine vivant, et ce qui est extraordinaire avec la rose, à la différence par exemple, je ne sais pas moi, d'un manuscrit médiéval ou d'un reliquaire, eh bien c'est un patrimoine qui se partage, c'est-à-dire que le salut de ces variétés-là, elle est de tout le monde, de tous les passionnés. Vous avez un bout de jardin, hop, on vous donne un bout de rosier, vous le replantez, vous contribuez à sauvegarder cette variété. C'est un patrimoine à partager, à se réapproprier. Et vous verrez, dedans, il y a vraiment des choses vraiment étonnantes. Vous ne verrez jamais ces roses en jardinerie, ce ne sont pas des roses de supermarché. Vous verrez des effets, des formes, des couleurs, des parfums. Vraiment, vous marquerez un temps d'arrêt, vous apprécierez sur l'instant présent, sur ce moment,
ce côté intemporel, éphémère, mais qui nous vient, que nos ancêtres ont aimé. Nous, on n'est que de passage devant ces roses. Et c'est à nous aussi de pouvoir les transmettre aux autres personnes après nous. Voilà. Et je voudrais aussi saluer M. Jean-Pierre Vibert, qui est ici parmi nous. Vous verrez, je voulais absolument lui rendre hommage dans cette étude. Pour moi, c'était indispensable. Parce qu'en fait, on parle souvent des œuvres, et on ne parle jamais beaucoup des hommes, des femmes qui sont derrière ces objets-là, ces êtres, ces créations. Et on a tellement de frustration quand on plonge. Il nous manque plein de documents, comment ils ont vécu, comment ils travaillaient, etc. Et par chance, ça c'est un truc extraordinaire, au Mans, et bien aussi, on avait un grand rosomane, c'est donc Jean-Pierre Vibert, qui a été obtenteur de plus de 300 variétés de roses. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'il s'est spécialisé dans les roses anciennes, alors dans les lignées anciennes de roses. Hein, vous verrez dans l'étude que de ce patrimoine ancien, nous en avons perdu plus de 95%. Hein, donc il y a eu énormément de pertes, il reste pratiquement 2 fois rien. M. Vibert a essayé, par son travail, par ses efforts, eh bien, de retrouver un peu exactement ce qu'on pouvait ressentir à cette époque, donc lors de cette fameuse rosomanie. Voilà. Alors, cette rosomanie aussi, vous le verrez, c'est une époque qui est très particulière. C'est un peu une bulle euphorique, une bulle gentille après les affres les dérives de la Révolution française et de l'Empire. Hein, vous verrez, ce sont surtout aussi des militaires qui en ont eu marre, qui se sont mis au jardin, aux fleurs, qui ont eu vraiment envie de profiter de la vie, des bonnes choses. Il y a une sociabilité derrière. Et vraiment, la rose a vraiment quelque chose de magique. Et il faut savoir que pour le patrimoine horticole français, aujourd'hui, c'est vraiment un gros problème, c'est la conservation, parce que les gens ne voient pas. Alors les gens ne voient pas, ils ne connaissent pas, comme ils ne voient pas et qu'ils ne connaissent pas, éventuellement ça ne les intéresse pas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un patrimoine qui est en menace vraiment de perdition. Il y a la roseraie nationale de l'Aile et Rose, c'est un conservatoire qui est classé au CCVS, donc collection végétale spécialisée. Et je sais de source sûre, je l'ai appris cette semaine, qu'ils ont décidé de ne plus maintenir leur collection, ils en ont déjà perdu énormément en très peu de temps. Donc vous voyez, il y a vraiment aussi urgence. C'est un réseau de passionnés dans vos jardins, essayez d'accueillir ça et là, des variétés du passé. C'est comme ça qu'il faut leur donner ce... Et c'est un petit peu, disons, notre vœu, notre espoir aussi. Ce que nous espérons, c'est que ce livre sera apprécié, que les roses, tout ça, on les partagera, mais l'importance aussi, c'est de tirer cette sonnette d'alarme, si vous voulez, et de faire prendre de même qu'on on parle beaucoup quand il y a une espèce animale qui est en danger, quand il y a un biotope qui est menacé, on va en faire beaucoup de cas, et souvent c'est justifié, c'est vrai. Mais ça, c'est un patrimoine végétal qui a traversé vraiment les siècles et qui, d'un seul coup, peut disparaître à tout jamais. Ce qui sera important, c'est que des particuliers, des associations, ou même des pouvoirs publics, pourquoi pas des communautés, des communes, en prennent conscience, parce que, et puissent aussi accorder un petit coin à la culture de ces roses anciennes. C'est comme ça qu'on peut les durer, et qu'on peut les faire perdurer. Et si vous voulez, ça ne coûte pas cher, ça coûte des budgets. Alors, ce sont des budgets minimes. Parce que lorsque vous achetez, si vous avez besoin de faire un massif avec 25 rosiers, vous allez payer 25 fois l'unité de votre rosier, sauf pour tomber dans les prix gros, évidemment, si vous faites une grosse commande. Mais avec ces rosiers-là, si vous êtes un tout petit peu patient, vous en achetez un, il va drageonner, il va faire un grand buisson au bout de 2-3 ans, pas plus. Vous pouvez déjà récupérer le drageon et faire 10 autres pieds de rosiers et de les multiplier. Donc très rapidement, vous pouvez avoir des ensembles. Parce qu'ils sont très rustiques, ils sont très solides. Et ce qui serait bien, ce serait par exemple, lorsque l'on a affaire à des milieux, dans des communes où il y a du patrimoine notamment, ben que le patrimoine, ce n'est pas que le patrimoine bâti, c'est aussi ce patrimoine végétal qui nous appartient. De même qu'il y avait un patrimoine animal, on n'élève plus les mêmes poules qu'autrefois, on n'a plus dans son assiette les mêmes légumes que l'on avait, qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ça serait intéressant. Moi, à titre personnel, mais Guillaume partage tout à fait mon avis, et puis on n'y pense pas. Si vous voulez, vous avez un patrimoine, vous avez une maison du 15e, vous avez un manoir, vous avez une petite chapelle. Bon, vous allez voir les architectes des monuments historiques, on va faire des études, des plans. Il faut que tout soit archéologiquement compatible. Alors, c'est-à-dire que la couleur de votre fenêtre, l'ardoise qui va être utilisée pour le clocheton, la nature de la peinture que vous allez mettre sur la porte d'entrée, ça va faire l'objet de tout un débat, de tout un pataquès. Et à côté de ça, dans votre bâtiment du XVIe siècle, on va vous installer des rosiers de supermarché qui ont été créés par Meillan il y a 10 ans. Donc cherchez où est l'erreur. Et le notion de paysage
paysages archéologiquement compatibles ne devraient-elles pas être prises en compte aussi? C'est ridicule d'avoir un bâtiment, d'avoir vraiment du patrimoine, et puis si c'est pour planter des photinias, des thulias, là ici ça va, ça passe inaperçu parce que nous sommes en ville, hein, c'est un petit jardin de ville, bon, il faut du fonctionnel, mais lorsque vous avez affaire à un patrimoine, moi ce sont des choses qui me... Alors ce que j'espère, c'est qu'il y aura une réflexion qui se dégagera tranquillement, parce qu'il faut attirer l'attention, nous c'est ça notre but. Nous ne sommes pas des militants pour quelque cause que ce soit, mais si on pouvait déjà arriver à le faire partager, et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que grâce à Nelly Eusé et à l'association PLMO, quand il y a eu les expositions sur les roses, eh bien mine de rien, il y a des personnes qui sont venues, des visiteurs, et qui ont réagi. C'est-à-dire qu'elles se sont manifestées. Ah ben tiens, moi sur mon terrain, j'ai un vieux rosier là, je ne sais pas trop ce que c'est, eh bien bingo. Il n'y a pas longtemps, nous avons une collègue qui nous a appelé depuis la Quinte dans son jardin. Elle a trouvé, d'ailleurs nous l'avons incorporé à notre étude au dernier moment, et bien, nous avons trouvé un rosier pimprenel, un rosier d'Écosse, si vous voulez. C'est un rosier, mais qui n'a été répertorié nulle part, il n'est dans aucun livre, dans aucune étude sous la rose ancienne, si vous voulez. Ben, voilà un sujet qui était là dans sa propriété, qui a survécu depuis, par exemple, peut-être les années 1840 ou 1850, on ne sait pas. Nous avons un monsieur à Coulennes qui s'est manifesté. Ah, dans mon jardin, il y a un rosier ancien, je suis certain. Guillaume est allé voir et il l'a pris en photo. C'est un rosier qui s'appelle Belle sans flétrie. Il date de l'Empire. Non, il est même même ancien, pas, il est même antérieur. Il a toute fin du 18e. 1783. Voilà. Et quand on regarde chez ce monsieur le cadastre napoléonien, qu'est-ce qui se passe? C'était une pépinière à l'époque. Mais tout ça, ça a été oublié, ça a été perdu de vue, si vous voulez. Et ben voilà, ce sont des rencontres comme ça. Hein, c'est pas uniquement que de l'érudition, peut-être rat de bibliothèque, c'est aussi du terrain. Et ça serait bien que ça puisse survivre, parce que je peux vous assurer... Elles en valent la peine. Elles en valent vraiment la peine quand on voit leur couleur. Et d'ailleurs, ces couleurs, ça sera le mot de la fin. Il nous a posé quand même un sérieux problème, parce que rendre ces couleurs-là pour la colorimétrie, les impressions, et qu'on s'imagine qu'aujourd'hui, avec le tout numérique, on peut sortir tout et n'importe quoi, oh, bah, ça va être copie conforme, etc. Oui, ça dépend ce que vous produisez. Quand vous allez pour rendre la couleur d'une rose, rendre ces nuances, sachant que c'est très complexe, parce que le même pied de rosier, s'il n'est pas planté dans le même terrain, hein, à 20 km de là, sur une terre calcaire, ou à 10 km plus au-dessus, eh ben, il n'aura pas la même coloration. Si l'été et le printemps est pluvieux ou ne l'est pas, il y aura des nuances dans la tonalité. Vous voyez, c'est un sujet absolument passionnant. C'est ce que j'avais dit au départ, j'avais proposé à Nelly, qui me disait la rose ancienne, la rose ancienne. Ben, j'ai dit, Nelly, c'est comme la musique. La rose ancienne par rapport à la rose que l'on connaît, les hybrides de terre, ben, c'est comme la musique baroque par rapport à la musique classique. C'est-à-dire c'est un autre univers, il y a des variations, il y a des subtilités. Elle m'a dit, ah ben ça me parle. J'espère que ce partage a été fait pour respect. Alors je compte sur vous également. Il y a juste un petit explicatif, c'est que le titre, je l'ai choisi, c'est d'ailleurs de la Renaissance à nos jours. Nous avons une figure importante de l'horticulture mondiale qui était du Mans, c'est le frère David Brossard de l'abbaye Saint-Vincent au Mans, qui au XVIe siècle a fait un petit livre pratique qu'on mettait dans la poche, hein, sur la façon de greffer. Et il avait 300 ans d'avance, ce monsieur. Il a été le premier à expliquer et à pratiquer la greffe de rosiers à écusson. Et il a même créé des rosiers monstrueux, c'est-à-dire il mettait des rosiers de plusieurs couleurs sur un seul pied, pour avoir sur un seul plan plusieurs roses différentes. Alors ce monsieur-là, justement, était aux ordres du cardinal de Belley, il a été très proche de Pierre Lelon, de Charles de l'Écluse, donc des plus grands savants de l'horticulture, et il a été à l'origine aussi du jardin du domaine de Touvois, à Savigny-l'Évêque, qui est le plus ancien jardin botanique de France, avant même celui de la faculté de médecine de Montpellier. Et là, ce jardin a disparu peu de temps après. Et voilà, je voulais parler de ce monsieur, puisque j'ai fait une petite enquête et j'ai retrouvé donc, la première édition de 1543 de son travail. C'est un ouvrage qui a été caché dans une bibliothèque américaine, dans le Maryland. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Eh bien, félicitations. C'est bon travail. Et puis, je vais faire les promotions de quelque chose qui est inédit. Je parle sous le contrôle de notre collègue élu. Pour le grand public, Le Mans, c'est 4 choses. C'est la muraille, bien sûr. C'est la cathédrale. C'est les rillettes. C'est les 24 heures. Eh bien, il faut qu'il y ait un cinquième panel qui soit les roses. Ça a été important, voilà. Il y a beaucoup de roses.
S'il faut simplement se dire, si on veut, c'est énorme, c'est que cette place qu'avait la rose, c'était très éphémère, en fin de compte, lorsque Redouté peint les roses du Mans, lorsque vraiment Desportes fait paraître son Rosétoune, il faut savoir que des grands centres comme Lyon n'en étaient qu'à ses balbutiements, alors que Lyon va être le centre Orléans aussi, à cette époque, et Orléans qui va aussi avoir un très grand pain, eh ben Orléans n'en était qu'à ses balbutiements. Le seul centre qui était à peu près proche du Mans, c'est Angers. Et puis voilà. Nelly, si vous avez des questions, si vous avez, allez-y. Ou le mot de la fin pour vous, tout simplement. Venez, Nelly. Je vous laisse ma chaise. Non, non, je vais rester debout. Voilà. J'ai l'impression de retrouver le Festival Rose de Mai. Oui. Donc en fait, l'histoire de cette rencontre, alors on se connaît depuis longtemps, mais vient depuis 3-4 ans, où notre petit jardin, enfin on venait d'obtenir la mise à disposition de cette maison par la ville du Mans, réhabilitée mais décorée par nos soins, et on nous a dit le jardin, c'est vous qui le faites, c'est pas la ville, nous voilà, on veut pas, c'est vous, voilà. Et au lieu d'aller chez Delbar ou chez voilà, je sais pas, Jardiland, tout ça, voilà. On a eu, comme je les appelle gentiment les Épinots, mes copains Épinots, Jean-Pierre et Guillaume, qui Jean-Pierre venait d'adhérer à l'association, qui a proposé comme ça de faire d'abord de venir voir les roses anciennes dans le jardin, hein, voilà, et de faire un conservatoire de roses. Moi j'ai regardé avec des grands yeux, comme ça, conservatoire de roses, conservatoire, voilà. Et après, j'ai compris, alors ça a été, hein, voilà, une fois qu'ils m'ont expliqué longuement, voilà, mais j'ai compris pourquoi c'était un conservatoire. Et ça me fait exactement penser, moi qui fais de la musique, qui en ai fait beaucoup, qui en fait moins maintenant, aux instruments baroques d'époque, quand vous jouez une Passion selon Saint Jean avec un orchestre moderne, hein, ou avec un orchestre de musiciens anciens, comme j'ai eu la chance, voilà, d'en avoir, ce n'est pas la même couleur, la même sonorité, et les puristes vous diront « Oh non, 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 c'est insupportable, etc. » Voilà. Et là, j'ai cette comparaison, c'est-à-dire que j'espère que vous viendrez au mois de mai voir les roses fleuries, et quand on me dit « Oh, j'ai cette rose-là, oh, j'ai cette rose-là, oh, j'ai Ronsard, etc. » Maintenant, je sais, Guillaume, tu m'as bien, hein, voilà, maintenant, on dit « Ah non, non, c'est pas une rose ancienne, c'est avant 1850. » Voilà, on a bien retenu la leçon. Je peux vous dire que j'ai déjà lu en partie le livre, puisque j'avais lu l'ébauche, hein, déjà, voilà. Et donc, on a appris plein de choses. Donc, on a cet honneur-là de les avoir rencontrés. Alors, en échange, ils ont donné leur savoir-faire, mais aussi leurs petites mains de jardinier, voilà, et nettoyer tout ce terrain. Voilà, ah oui, il y a une photo qu'on voilà, aurait pu publier, mais on ne l'a pas publiée. Ça n'aurait pas été politiquement correct, voilà. c'est quand on était là. Et alors, figurez-vous, alors là, je vais parler de Nelly Eusé, parce que j'ai la chance d'avoir une rose. Et Jean-Pierre Vibert, merci pour la rose Nelly Eusé, elle est dans le jardin. Alors, je ne suis pas ancienne, hein, mais quoique, je suis retraitée maintenant, mais c'est vrai que le hasard fait les choses, parce que quand ils m'ont parlé de leur projet de livre, Jean-Pierre et Guillaume, ils m'ont dit on connaît un obtenteur de roses. Mais je dis je connais Jean-Pierre Vibert, je connais puisque j'ai eu la chance en 2018, lorsque j'étais chevalière des arts et des lettres, d'avoir en cadeau par Jean-Pierre Vibert cette rose Nelly Eusé. Voilà, donc merci Jean-Pierre. Et donc la rose Nelly Eusé, elle aussi ici, avec beaucoup d'autres roses, des obtentions de Jean-Pierre. C'est aussi passionnant d'apprendre dans ce livre l'histoire de Jean-Pierre. Alors là, ça va prendre la soirée, et le cocktail est prêt, mais vous reviendrez. C'est-à-dire qu'on a un Sartois quand même qui fait suivre les choses. C'est comme un luthier, voilà, qui ferait les instruments. Et on a ce Jean-Pierre Vibert, qui n'est pas celui de Joséphine de Beauharnais, mais un homonyme, qui est Sartois. Merci Jean-Pierre pour tout ce savant, voilà, ce savoir-faire, on l'appelle le magicien des roses. Et merci à vous deux de l'avoir mis à l'honneur dans votre livre. Oui, et c'était un devoir de conserver son travail. Voilà. C'était important parce que non seulement son travail ne méritait pas de sombrer dans l'oubli,
Il est connu quand même dans certains milieux en Allemagne, aux États-Unis. Bon, ça ne serait pas normal que sur le Mans, il soit complètement oublié. Et alors surtout, ce qui est important, c'est que comme nous avons eu la chance de le connaître, il nous a livré ses carnets d'obtention. C'est-à-dire qu'il y a la filiation pour chacune de ces roses, si vous voulez, société d'obtenteurs. Et ça, si vous voulez, c'est un travail, on s'est dit, en temps. Alors non seulement c'est parce que c'est un ami, mais c'est en même temps une démarche d'historien. Je me suis dit, un vrai historien, c'est quoi? C'est quelqu'un, quand il va être témoin de la réalisation d'un homme, il ne peut pas le passer sous silence, si vous voulez. Parce que les plus grands obtenteurs français de roses du 19e siècle, par exemple Jean-Pierre Vibert I, le premier, si vous voulez, ou Lafay, qui était vraiment l'un des très grands obtenteurs français, eh bien, lorsqu'ils sont décédés, il n'y a pratiquement rien eu sur eux. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait l'objet de biographie. Moi, je n'ai pas connaissance qu'il y a eu des thèses de soutenues sur eux, qu'il y a eu des... voilà, on cite leur nom à chaque fois qu'on présente leur rose, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est un nom, c'est une date peut-être, point final. Et c'était important, parce qu'il avait droit, voilà. C'est aussi le travail, je pense, de l'historien. Et puis ça reliait la rosomanie d'hier à la rosomanie d'aujourd'hui, qui prouve que la passion pour les roses, là, finalement, c'est pas encore éteinte. Bravo. 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 Je n'ai aucun mérite en réalité. Hein, je suis né comme ça. Je suis breveté horticulteur à Cabranche, déjà, de Versailles. Et bon, ma passion, c'était déjà les arbres, avant, hein, parce que j'ai été cadre dans les grosses boîtes. Et bon, j'ai cultivé donc les arbres, j'étais spécialiste de l'élevage, ce qu'on appelle, en formation des arbres fruitiers, ornements, conifères, etc. Et aussi spécialiste jeunes plants, c'est-à-dire tout ce qui est multiplication, marcotage, greffage, écussonnage et tout. Hein. Donc voilà, ça c'est ma base. Donc j'ai étudié toutes les plantes de serre chaude, serre froide, serre tempérée, plein air, hein, les vivaces, les plantes annuelles. J'ai beaucoup herborisé aussi, hein. Donc depuis que je suis tout jeune. J'ai fait des gros herbiers qui sont perdus d'ailleurs parce que c'est pas facile à conserver. Il faut avoir du matériel spécial pour les conserver, donc j'ai pratiquement tout perdu. Ça fait partie du truc, hein. Comme les roses, hein. C'est éphémère. Donc j'en ai déjà perdu des roses d'ailleurs, hein, parce que bon, on ne peut pas tout trimballer. J'ai changé de jardin et de région plusieurs fois, trimballé le tout, hein, comme faisaient les horticulteurs de l'époque ancienne, hein, donc ils changeaient de terrain, donc ils en laissaient, ils en créaient d'autres. Donc moi j'en ai créé plus de 300, hein, nommés, hein, donc ça veut dire que j'ai créé peut-être 500-600 roses, hein, et donc c'est une passion. Hein. Mais c'est surtout attiré par je suis surtout attiré par les grosses plantes, hein, c'est-à-dire les arbustes, les roses arbustives, pas les buissons hybrides de thé, hein, qui sont des petites plantes en général. Moi j'aime les grosses plantes, c'est-à-dire des arbustes en rose qui font 1,50 m, 2 m, voire plus de volume. Hein, et les grimpants. Hein, donc les grimpants sont rarement créés, il y en a très peu. Ce sont en général des mutations de rosiers nains. Mais des vrais rosiers grimpants de naissance, disons, qui sont des grimpants, il y en a très peu. Donc moi j'en ai fait une 60aine, hein, à peu près, dans toutes les classes, hein, tout ce qui est multiflora, Vichurana, etc. Hein. Donc j'ai travaillé sur une trentaine d'espèces de roses. Hein. Aujourd'hui, les jardiniers travaillent sur quelques roses, avec toujours leurs anciennes roses. Hein. Donc ils n'évoluent pas beaucoup, je connais bien le milieu, je suis né là-dedans. Hein. Donc ils évoluent peu, c'est toujours les mêmes choses, et ils ne gardent rien. Il n'y a pas de collection. Meillan, par exemple, qui a créé des dizaines et des dizaines de roses, essayer de l'illustrer, ne conserve pas. Hein, c'est dommage. Parce que bon, pourtant ils ont les moyens financiers d'avoir un conservatoire. Bon, mais
tout part comme ça en quenouille parce que bon, c'est pas comme un tableau qu'on met dans une boîte ou dans un tiroir ou dans un coffre de banque. Hein. Là, ce sont des choses vivantes. Hein, donc, qu'on peut multiplier, qu'on peut respirer tous les ans, voir tous les ans. Hein, donc, ce sont des choses à laquelle on s'attache. Hein. Parce que bon, ça aussi représente le souvenir des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, hein, qui ont traîné heureusement, et les plantes sont très solides. Si on a encore aujourd'hui quelques roses anciennes, c'est parce qu'elles sont très solides. Hein. Sinon, il n'y aurait plus rien. Hein. Donc, on essaye avec Jean-Pierre Épinal et puis Guillaume de répertorier des roses perdues, hein, à droite, à gauche, mais il y en a tellement de perdues. La France était le principal producteur de roses. 95% des roses anciennes sont françaises. C'est en France qu'on a créé les teintes, par exemple orangées, jaunes, etc. Hein. Toutes les roses comme ça ont été faites en France. Mais ce sont les Anglais, les Hollandais qui les utilisent et qui en profitent. Hein. Bon, on peut se servir des roses anciennes pour multiplier. Moi, je me sers du patrimoine ancien, donc il faut du temps, il faut avoir de la persévérance, il faut savoir aussi accepter les échecs, hein, parce que bon, c'est pas toujours une réussite. Hein. Hein, donc il faut attendre après un semis que la plante fleurisse, voir ce qu'elle devient. Peut-être c'est un échec, peut-être c'est bien. Bon. Mais bon, il faut persister, il faut être volontaire, il faut vouloir. Hein. Bon, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Hein. Donc j'espère qu'il y ait des jeunes à venir qui suivent ce travail. Hein. Bon, bravo. Et pas beaucoup. Bravo.